Bonjour à ceux qui nous rejoignent et puis pour ceux qui étaient déjà sur le site, désolé pour cette petite attente, le temps de régler les changements de plateau et les changements de personnes. Nous poursuivons donc cette journée spéciale avec ce deuxième rendez-vous consacré à l'international sur le site de Mediapart. Nous l'avons baptisé Journalisme sans frontières. Nous allons donc tenter de répondre à vos questions sur ce sujet avec deux journalistes du pôle international de Mediapart. Tout d'abord, Rachida El Azzouzi. Alors Rachida, nos abonnés te connaissent bien à la fois par les reportages, les analyses, les vidéos sur le Maghreb, le Proche-Orient, les questions mémorielles entre la France et l'Algérie, les luttes féministes et bien d'autres sujets. On y reviendra si tu veux bien. Et puis une recrue récente, Nejma Brahim. Tu nous as rejoint à l'automne, Nejma. Et tu t'occupes plus spécifiquement des questions, alors c'est très très large, des questions de migration en lien avec un autre pôle de Mediapart, qui est le pôle société, qui est supervisé par Mathilde Mathieu. Et on a également avec nous Anna. Alors Anna, les anciens comme moi se souviennent certainement du SVP 1111 des dossiers de l'écran, et c'était un certain Guy Darbois qui relayait les questions des téléspectatrices et téléspectateurs. Donc je ne dirais pas que tu vas remplacer Guy Darbois, mais tu te feras le relais des questions à la fois des abonnés et puis de ceux qui ne sont pas abonnés et qui profitent du fait que Mediapart aujourd'hui est en accès libre pour 24 heures. Et donc vous pouvez poser votre question à droite sur votre écran. Donc nous allons tenter de répondre et de répondre à un maximum de questions pendant cette heure. Et si nous n'avons pas le temps de le faire, on le fera par écrit. Je m'y engage. Pour commencer, juste avant de prendre les questions, je vais me tourner vers Rachida et Nejma et je vais juste poser une question très très simple. Si vous deviez toutes les deux présenter à un nouvel abonné ce qu'est l'international sur Mediapart, qu'est-ce que vous leur diriez en quelques phrases ? C'est raconter le monde tel qu'il tourne, en bien comme en mal, et c'est franchir des frontières, aller là où pas forcément on va, même quand celles-ci sont fermées, même quand celles-ci nous sont interdites, même quand celles-ci nous sont compliquées à traverser, pour coller au plus près du réel et des demandes des peuples, que ce soit en termes de justice, de liberté, de dignité, des questions qui pourraient paraître assez élémentaires, mais qui sont fondamentales. Nejma, question difficile, mais en même temps... Question difficile et assez large, mais je dirais que c'est être à l'écoute du monde, être à l'écoute des autres, à travers notamment du reportage, du terrain, de l'enquête, de l'analyse aussi. Pouvoir donner la parole, l'entendre et la retranscrire à travers un média aussi indépendant que Mediapart. Donner la parole à ceux qui ont besoin de s'exprimer et de raconter ce qui se passe chez eux. Et effectivement, franchir des frontières, même quand elles nous sont interdites, même quand c'est difficile de travailler dans certains pays où le journalisme n'est pas chose aisée. Merci. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec les questions de ceux qui nous regardent. Anna, tu as déjà des questions, j'imagine ? J'ai déjà des questions et j'en ai une pour Nejma. Y a-t-il une préparation spécifique pour se rendre sur un bateau comme l'Ocean Viking ? Quelles sont les conditions à bord de l'embarcation pour l'équipage et pour les personnes recueillies ? Il faut peut-être juste préciser, Nejma, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, peut-être ceux qui découvrent, pourquoi on te pose justement cette question, avant de rentrer dans le... La personne qui pose cette question sait que j'ai été à bord de l'Ocean Viking, donc un navire humanitaire de l'association SOS Méditerranée. J'y ai été pendant 1 mois et demi. Et effectivement, ça demande beaucoup de préparation en amont parce que, notamment, il y a la pandémie de Covid-19. Donc, il nous a fallu, à la fois pour l'équipage et pour les 2 journalistes que nous étions, un dessinateur plus précisément, faire une quarantaine dans un hôtel à Marseille avant l'embarquement, quarantaine de 10 jours. Et ensuite, on a embarqué. Il a fallu beaucoup d'entraînement à l'équipage. Donc, on les a fait au nord de la Corse. Ça a duré au moins 1 semaine parce qu'il faut rappeler que le navire avait été bloqué durant 5 mois avant de pouvoir reprendre la mer en décembre. Donc il a fallu s'entraîner pour les équipes et nous, journalistes, on avait l'opportunité de pouvoir monter à bord des bateaux de secours rapide de façon à suivre ces entraînements avant de se rendre sur zone au large des côtes libyennes.
Il faut dire aussi que ça s'inscrivait dans un contexte spécial qui est le contexte de la pandémie. Oui, c'est ça. Et il a fallu faire très attention à ne pas partir avec un bateau pouvant être contaminé. On ne voulait pas prendre le risque, en tout cas SOS Méditerranée ne voulait surtout pas prendre le risque de ramener le Covid avec soi à bord du navire et ensuite prendre le risque de contaminer les migrants secourus qui traversent déjà énormément de souffrances et de difficultés dans leur pays d'origine, mais aussi pendant le parcours migratoire. Donc c'était très important de partir avec un navire Covid-free, pour reprendre leur expression. Et une fois qu'on a porté secours aux migrants, il a fallu faire très attention de ne pas nous-mêmes nous contaminer, journalistes et équipage. Donc on devait porter une blouse de la tête aux pieds, on devait porter des masques FFP2, des lunettes en plastique, se nettoyer les mains régulièrement avec du gel hydroalcoolique. Et avant de rentrer à l'intérieur, puisque les migrants étaient pris en charge dans des conteneurs à l'extérieur sur le pont, et nous, on était logés à l'intérieur du navire. Il fallait qu'on se désinfecte totalement avant de rentrer. Alors je dois ajouter aussi qu'on était en contact avec toi régulièrement, parce que c'est des conditions aussi qui sont assez difficiles, vu les circonstances, c'est-à-dire vu ce que le bateau devait faire, ce qu'était cette mission du bateau. Donc j'imagine aussi qu'il y a des situations émotionnellement qui peuvent être assez fortes. Donc comment tu arrivais à maîtriser ça? Enfin, tu l'as fait très très bien et tes reportages ont été formidables à la fois en texte et en vidéo, mais ça a dû être des moments aussi assez compliqués, et ça, il faut peut-être le souligner aussi. Oui, ben en fait, on vit des moments très intenses à bord de l'Ocean Viking et à bord de, je pense, n'importe quel navire humanitaire. Il ne faut pas oublier qu'on porte secours à des migrants qui sont en détresse absolue, qui prennent le risque de mourir en mer pour essayer de rejoindre l'Europe et avoir une nouvelle vie, une vie meilleure. Et donc, effectivement, on est amené à voir et à entendre énormément de choses difficiles. Je pense aux récits sur la torture, la maltraitance en Libye notamment, et aux cicatrices qu'on peut voir sur le corps des migrants lorsqu'ils veulent bien nous les montrer. Donc effectivement, on est très vite submergé par toutes ces émotions-là, et il faut arriver à prendre sur soi. Je pense que c'est aussi une marque de respect pour les personnes qui osent se confier et raconter ce qu'elles ont vécu. Donc il faut essayer de prendre sur soi, et si on craque, il faut essayer de le faire plus tard en soirée, surtout pas devant eux, parce que sinon on va eux aussi les faire craquer. Alors Anna, est-ce que tu as d'autres questions ? J'ai 2 questions complémentaires de Yann et Gina. Yann demande « Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible d'enquêter sur des pays en dictature. » Et Gina, y a-t-il une préparation spécifique pour se rendre en zone de guerre ? Alors, pour la première question, je vais me tourner plutôt vers Rachida. Parce que dans la zone dont tu t'occupes, qui est très très large, puisque c'est à la fois Maghreb, Proche-Orient, etc., malheureusement, il y a encore beaucoup de dictatures. Beaucoup de dictatures, souvent qu'on n'appelle pas comme telles, y compris ici en Occident, et y compris nos gouvernants, ne les désignent pas comme telles, mais il suffit de se tourner vers les défenseurs, les défenseuses des droits humains pour se rendre compte qu'on est bien sous des régimes dictatoriaux. Certains sont très proches de nous, sont nos voisins. On a tendance même de ce côté-ci, l'ancien colon, à les appeler les petits frères. Je me tourne vers le Maroc ou l'Algérie. Ce sont des pays aujourd'hui où il est très très difficile de travailler. Je vais prendre le cas du Maroc, où certains de nos abonnés doivent certainement partir faire du tourisme régulièrement là-bas. Il est connu pour être un des pays les plus touristiques au monde. Et c'est effectivement le cas. Alors certes, c'est stoppé par la pandémie de Covid-19 aujourd'hui, mais la réalité au quotidien est celle d'un régime extrêmement répressif. On le voit, beaucoup de journalistes sont aujourd'hui derrière les barreaux. Et quand un journaliste étranger essaie de travailler, par exemple aujourd'hui sur le Maroc, c'est très difficile. C'est accepter d'avoir plusieurs policiers en civil derrière vous et de manière outrageuse, très, très assumée. C'est effectivement un moyen de vous mettre la pression sur vous, journalistes, pour vous entraver, mais c'est aussi le moyen de mettre la pression sur les sources. Et on sait, quand on est journaliste, il y a plusieurs choses qui nous importent. La vérité des faits, raconter les choses telles qu'elles se produisent, vérifier, mais c'est aussi protéger nos sources. Et là, effectivement, c'est très difficile. Et aujourd'hui, la pandémie a été l'occasion d'un tour de vis sécuritaire. Alors, pas seulement au Maroc, pas seulement en Algérie, mais à travers
pas mal de régions du monde où sévissent des dictatures. Et on le voit avec le Maroc, où, donc, je le disais, beaucoup de journalistes sont aujourd'hui en prison. On a l'historien défenseur des droits humains, Mahaty Monjib, qui vient d'être libéré, qui avait été mis en prison pendant plusieurs mois, poursuivi pour fraude fiscale, blanchiment de capitaux, mais il dénonce un acharnement policier, judiciaire de la part du pouvoir monarchique. Il est dans son collimateur depuis pas mal de temps parce qu'il dit les choses, et effectivement, il dit des vérités que le Maroc ne veut pas encore assumer, d'autant que le Maroc met des moyens colossaux pour vendre son image à l'international et notamment en France, ce qui fait qu'aussi, et on peut le regretter, de nombreux aujourd'hui médias français ne s'intéressent que très à minima au Maroc. On va aller soigner l'image de la carte postale, mais on ne va pas aller raconter la réalité. Et alors, bien sûr, le Maroc a plein d'autres atouts. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs élève en Afrique pour la gestion du coronavirus, parce qu'il a su produire des masques, aujourd'hui parce qu'il a su vacciner beaucoup plus que la France, puisqu'aujourd'hui près de 10% des Marocains sont doublement vaccinés, ils ont reçu les 2 doses, alors que même la France est à la traîne, alors que la France a commencé un mois plus tôt à vacciner. Mais cela ne doit pas nous faire oublier la réalité de ce pays, à la fois la répression, mais aussi la situation économique et sociale qui fait que les inégalités se creusent encore plus aujourd'hui avec cette pandémie. Je ne peux pas ne pas parler aussi de l'Algérie. L'Algérie, là aussi, le Hirak, le mouvement de protestation, de contestation du régime qui appelle à en finir avec ce régime qui dure depuis l'indépendance et qui ne dit pas son nom, ce régime autoritaire, qui est une confiscation du pouvoir et du pouvoir au peuple, qui dure donc depuis 2 ans et qui avait été un petit peu étouffé, chance insolente pour le régime, par la pandémie de coronavirus, qui aujourd'hui est reparti fin février avec des nouvelles marches hebdomadaires. Cette chorégraphie contestataire du vendredi et du mardi pour les étudiants a repris de plus belle, malgré alors le pouvoir, c'est son pire cauchemar qui se produit. Alors il a pas mal réprimé et il a profité en mars dernier de la pandémie pour mettre beaucoup de citoyens, notamment d'activistes, en prison. Certains ont été libérés à la faveur d'une grâce récente, notamment le journaliste Khaled Drareni, qui est devenu l'emblème d'un journalisme bâillonné en Algérie. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a un régime autoritaire aux manettes et qui n'envisage pas de tendre vers une démocratie, vers plus de liberté pour les populations. Après, on pourrait se tourner, bien évidemment, dans d'autres contrées un peu plus lointaines. Je pense à l'Arabie Saoudite, qui est le 3e vendeur, acheteur d'armes françaises aujourd'hui, et qui est un régime, une dictature, il faut le dire. Récemment, je vous invite à lire l'entretien avec Lina Al-Hatloul, qui est la sœur de Loujain Al-Hatloul, qui est une féministe saoudienne, qui a été emprisonnée pendant 3 ans, dont plusieurs mois au secret, torturée, agressée sexuellement, violentée sexuellement, pour avoir défendu notamment le droit des femmes saoudiennes à conduire une voiture. Elle est aujourd'hui libérée, mais elle est en liberté conditionnelle. Pendant 3 ans, elle ne peut pas sortir du pays. C'est une interdiction de voyager qui pèse sur elle et sur sa famille. Et ces interdictions de voyager en Arabie Saoudite sont souvent une première étape, sont une épée de Damoclès, c'est souvent une première étape, soit vers la détention, soit vers la disparition. Alors, la deuxième partie de la question, ça c'est les effets de l'âge, j'ai oublié, Anna. C'était, est-ce que les journalistes qui sont envoyés en zone de guerre ont une préparation spéciale ? Alors, sur Mediapart, alors c'est une décision qui avait été prise et qui s'explique aussi par le fait que c'est une petite rédaction. Décision a été prise de ne pas envoyer de journalistes sur des zones de guerre, sur des endroits où leur sécurité peut être mise où ils peuvent être mis en danger. Donc en fait, c'est vrai que on ne pratique pas un journalisme de guerre comme on peut le dire de manière classique, mais ça ne nous empêche pas d'essayer de raconter des zones de guerre, mais d'une autre manière, peut-être dans des zones qui sont, de s'approcher le plus possible de ces zones de guerre, mais ne pas rentrer dedans pour des questions avant tout de sécurité et puis aussi de capacité de notre petite structure de se rendre sur place.
Alors, on va peut-être poursuivre sur les questions, s'il y en a beaucoup, justement, puisqu'on n'a qu'une heure. Oui, alors j'ai 2 questions complémentaires pour toi, je pense, François. Comment choisissez-vous d'envoyer un journaliste dans un endroit en particulier? Et une question sur le statut des journalistes. Pourquoi avoir recours à des pigistes ou des correspondants pour les reportages à l'étranger? Alors sur la première question, en fait, il faut expliquer aussi ce qu'est Mediapart. Le pôle international de Mediapart, c'est alors on a de grandes ambitions, hein, on a tous envie de faire beaucoup. Mais nous ne sommes que 5. Donc voilà, on ne peut pas tout faire. Et c'est la raison pour laquelle on s'appuie sur un réseau de pigistes qui aujourd'hui représente à peu près une cinquantaine de journalistes. La décision d'envoyer ou de faire appel à un pigiste sur telle ou telle zone. Alors, l'international à Mediapart, nous ne sommes pas un journal d'actualité quotidienne au sens strict du terme. C'est-à-dire que nous ne sommes ni le Figaro, ni Le Monde, ni Libération. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour nourrir un flux d'actualité. Mais par contre, l'actualité nous guide. Donc en fait, en fonction des priorités, nous décidons de traiter d'une actualité. On pourrait, je ne sais pas, Nejma ou Rachida en permanence peuvent traiter de l'Algérie. Nejma peut traiter des questions de migration et on est très attentif à cet aiguillon de l'actualité. Mais on ne subit pas la dictature de l'actualité. Et puis sur les pigistes, eh ben, nous avons affaire, donc nous traitons à une cinquantaine de pigistes qui sont à la fois des pigistes traditionnels et puis c'est Mediapart aussi, ça je voudrais le souligner, un rôle un peu de laboratoire, c'est-à-dire que c'est aussi le destin du pigiste, c'est d'être dans un pays et puis après de repartir. Donc on essaye de tester aussi des gens, des voix nouvelles. Et en tout cas, à Mediapart, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est, et on le voit bien sur le plateau, on essaye de donner plus de place, en tout cas, aux voix féminines, aux journalistes féminines sur l'international, parce que l'international a souvent été, dans les médias, trusté par les hommes, et ça, il faut bien le reconnaître, et que, voilà, on essaye de s'ouvrir, d'être beaucoup plus divers, et de s'ouvrir à la diversité aussi sur le traitement de l'international. Oui. Rachida, tu voulais peut-être dire quelque chose? Non, je voudrais ajouter, oui, que sur quel pays où on choisit d'aller ou de ne pas aller, depuis un an, on doit quand même jongler avec la pandémie de coronavirus qui pose pas mal de contraintes, je le vois parce que là je suis en train de préparer un reportage et c'est très compliqué parce que voilà, il faut arriver. Alors le pays en question ne délivre pas de visa parce qu'il y a le coronavirus actuellement et quand bien même il en délivrerait, il y aurait une période de quarantaine de 14 jours. Ce qui est important parce que parfois on n'a pas l'occasion de partir, on essaie de partir en général le plus longtemps possible, mais 14 jours c'est bien. Alors si on peut partir un mois, c'est formidable, mais on ne peut pas forcément se le permettre parfois pour d'autres contraintes et qui sont familiales, parce qu'on a aussi une vie à côté de Mediapart, même si Mediapart, on lui concentre une grande partie de notre vie et c'est une seconde famille ou une famille agrandie, élargie. Mais donc je pense que là c'est important de rappeler ces contraintes-là et je le vois moi par exemple aujourd'hui avec l'Algérie ou le Maroc où je vais régulièrement. Là, aujourd'hui, c'est compliqué parce que l'Algérie, les frontières sont fermées depuis un an. Et là, le Maroc vient à nouveau de fermer les frontières pour freiner la progression des variants au Maroc aujourd'hui. Et parce qu'il s'en sort plutôt bien, même si les chiffres sont très difficiles à vérifier, il s'en sort plutôt bien aujourd'hui sur le plan des morts du Covid. Je ne pourrais pas utiliser le mot, c'est pas vraiment le bon terme. Mais donc voilà, on doit jongler avec cette contrainte-là, je pense, qui est très forte. Et puis, on doit jongler aussi avec les contraintes de pays qui, parfois aussi, tu l'as dit, sur le plan sécuritaire, sont complexes. Ce qui ne veut pas dire parfois qu'il est... J'aurais tendance à dire aujourd'hui qu'il est quand même, malgré... Si on enlève la pandémie de Covid-19, je pense qu'il est plus simple aujourd'hui d'aller, par exemple, à Bagdad, en Irak, que d'aller au Maroc, à Casablanca. À Bagdad, en Irak, je n'aurais pas 10 policiers en civil derrière moi. Nejma, tu voulais un peu peut-être répondre sur le côté actu, choix à faire et puis aussi, on est partagé. C'est ce qu'il faut aussi faire comprendre à ceux qui nous regardent, c'est qu'on a envie de traiter de l'actu, mais on est aussi souvent sur des enquêtes. Oui, c'est ça. C'est un peu la particularité de Mediapart. Effectivement, l'actualité nous guide et évidemment, on suit de très près ce qui se passe dans le monde en fonction
de nos sujets de prédilection. Mais en fait, on accorde aussi beaucoup de temps et d'intérêt à l'enquête ou à l'analyse aussi. Et donc, il faut qu'on essaye de trouver un juste milieu entre les deux. Effectivement, on n'est pas sous la dictature de l'information, ce que je trouve plutôt bien, parce que c'est aussi ce qui nous permet, et c'est une force, je trouve, de Mediapart, de prendre le temps de creuser, d'aller à la pêche aux informations, si je puis dire, et de vérifier les informations qu'on peut obtenir. Donc c'est aussi ça qui nous permet de travailler sur le moyen terme et de prendre le temps pour travailler, et c'est très important. Alors, Anna, la oui, parole est à toi. Alors j'ai une question de Anne Favre. Est-ce que la protection des sources est assurée à l'étranger? Comment pouvez-vous vous assurer de ne pas les mettre en danger? Je me tourne vers Rachida qui a travaillé récemment, notamment je me tourne vers Rachida parce qu'elle a travaillé sur une enquête incroyable et formidable sur le Maroc, justement, la manière dont le régime marocain utilise les accusations d'agression sexuelle pour mettre de côté toutes les voix dissidentes. Alors justement, Rachida, comment tu... Oui, alors là, ça a été une enquête vraiment très difficile que j'ai réalisée avec ma consoeur de l'Humanité, Rosa Moussaoui. Et on a été... pour la première fois confronté à une peur de parler, y compris de sources qui jusque-là n'avaient aucune difficulté à s'afficher ouvertement, à visage découvert, pour parler du Maroc, des droits humains aujourd'hui et de leur évolution. Et ça, c'était nouveau. Il y a aujourd'hui une peur de parler qui est très importante. Et parce qu'il y a des méthodes infamantes qui sont mises en place pour bâillonner aujourd'hui toute voix critique et qui vont jusqu'à pénétrer l'intimité des gens. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je parle d'une consoeur qui n'a aucun mal jusque-là à parler de comment son pays tourne mal et qui aujourd'hui préfère se taire pour se protéger et pour protéger les siens. Et parce que, voilà, qui sait, demain, on mettra peut-être une caméra dans le climatiseur pour la filmer dans son intimité et ensuite utiliser ces vidéos-là plus tard pour l'humilier sur la place publique. Donc ça, c'est effectivement c'est un défi et c'est quelque chose qui nous guide en permanence, qui est... protéger nos sources, ne surtout pas les mettre en difficulté. Puis aujourd'hui, y compris des voies qui pourraient apparaître sécurisées, je pense à des messageries comme Signal, ne le sont pas forcément dans ces pays-là. Et donc il faut redoubler de vigilance. C'est quelque chose de très problématique au quotidien et c'est pas à nous qu'il faut rendre hommage, mais c'est bien à ces personnes-là qui nous parlent qu'il faut rendre hommage, parce qu'il faut beaucoup de courage aujourd'hui pour pouvoir affronter de tels rouleaux compresseurs répressifs. Alors la question, c'est intéressant parce que la question avait déjà été posée lors du débat, de la rencontre précédente avec le pôle enquête, et la réponse était exactement la même de la part de Marie. Anna, si tu veux... Alors juste, oui. Parce que je voudrais... Il y aura peut-être des questions sur ce point, parce que les gens qui nous regardent sont très attentifs. Dans le programme, était marqué Justine Brabant, qui nous a rejoint aussi pour s'occuper des questions militaires et plus sur des enquêtes en lien avec l'Afrique. Justine n'a pas pu venir juste pour des raisons de santé. Elle a 39 de fièvre et voilà. On lui souhaite un très bon rétablissement si elle nous regarde. Alors, Anna, si tu as d'autres questions. Oui, une question pour Nejma. Quel lien avez-vous avec les associations ou ONG qui soutiennent les migrants et avez-vous parfois l'impression d'être utilisé par elles? C'est une question intéressante. Évidemment, je garde contact avec beaucoup d'associations et d'ONG qui viennent en aide aux migrants, aux personnes exilées. C'est important pour moi, en tant que journaliste, de garder contact avec elles parce que c'est aussi elles qui parfois m'alertent sur... certains événements, sur certaines difficultés que peuvent rencontrer les migrants.
Très souvent, d'ailleurs, les alertes sont fondées lorsqu'on vérifie, lorsqu'on creuse et qu'on demande directement aux personnes principalement concernées, donc les migrants, si c'est avéré, ça l'est très souvent. J'ai pas la sensation d'être utilisée par elles, même si la question est intéressante. Je pense qu'elles ont besoin de moi, tout comme j'ai besoin d'elles. Et c'est important de rester en lien étroit, mais ce ne sont pas les seules sources que je vais avoir, heureusement. Et voilà. Après, non, j'ai pas la sensation d'être utilisée par elles. Il se trouve que parfois, elles vont aussi m'alerter sur certains faits que je vais pas forcément relever parce que je vais pas trouver ça pertinent pour écrire un éventuel article ou pour faire une éventuelle enquête. Et d'autres fois, au contraire, c'est pertinent et donc je vais me pencher sur la question. Anna ? Oui, une question de Caroline qui rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure. Vous venez de parler de l'importance de donner la parole aux femmes journalistes pour parler des sujets internationaux. Que pensent les journalistes présentes sur leur parole et leur vision? Le fait d'être une femme change-t-il le rapport aux autochtones? Pensez-vous donner davantage la parole aux femmes lors de vos enquêtes? Parole aux femmes. Oui. Non, mais bien sûr, c'est fondamental. Et effectivement, tu disais tout à l'heure, tu rappelais que sur le terrain du journalisme, en particulier à l'international, et encore plus sur le terrain des conflits de ce monde, c'était souvent une vision, l'homme, un homme. Et on peut rappeler aussi que dans l'imaginaire aussi collectif, la figure du journaliste reste... Le grand reporter. Le grand reporter avec un gilet pare-balles et des grosses poches et des grosses chaussures. Et une voix forte, c'est celle d'un homme. Et effectivement, aujourd'hui, heureusement, on est en train de casser cet imaginaire-là et ces clichés-là. Et bien évidemment, les femmes sont très très nombreuses à aller sur le terrain à l'international et qui plus est le terrain aussi des conflits qui est plus difficile dans l'accès. Je dirais qu'effectivement, être une femme, c'est aussi un atout parce qu'on pousse des portes que des hommes ne peuvent pas pousser dans certains pays. On a accès, si demain je pars au Pakistan, j'ai accès autant à la parole des hommes qu'à la parole des femmes, ce qu'un journaliste homme ne pourra pas avoir. Il devra être uniquement sur le terrain avec des hommes, du fait de traditions, de systèmes patriarcal, etc. Donc c'est aussi une force, une opportunité. Et bien évidemment, aujourd'hui, j'ai tendance à dire qu'il faut voir le verre à moitié plein plutôt que vide. Et c'est vrai que de ce côté-ci, en Occident, en Europe, en France, et on le voit avec aujourd'hui le débat nauséabond, délétère qui nous occupe, c'est qu'il y a des visions et des clichés tenaces sur certaines régions du monde, et en particulier le monde arabe, arabo-musulman, dans la vision qu'on a des femmes, en particulier dans ces pays-là. Et je pense que voilà, beaucoup de ces pays peuvent être dans des impasses aujourd'hui politiques, mais il faut aller faut voir le verre à moitié plein. Il se passe des dynamiques extraordinaires, notamment sur le terrain des luttes pour les droits des femmes. Et il faut les documenter, il faut les raconter, il faut leur donner la parole, il faut visibiliser ces femmes-là. Et moi, j'essaie de le faire à ma petite échelle, en toute modestie, sur Mediapart, sur ma zone. Et voilà, en donnant la parole à des Mona Al-Tahawi ou à des Shahinaz Abdel-Salam, qui sont des féministes égyptiennes qui se battent pour les droits des femmes, les droits des minorités sexuelles, des LGBT, ou d'autres, à des chercheuses aussi qui travaillent sur ces régions-là et qui viennent cacher cette idée d'une femme dominée par un système patriarcal, bâillonnée par l'homme, voilée de force, etc. Donc, bien sûr, plus que jamais aujourd'hui, il faut documenter cette révolution féministe à l'œuvre du Maghreb au Mashrek. Nejma, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je rebondirais sur ce que disait Rachida, c'est tout à fait ça. Le fait d'être journaliste femme, je pense qu'effectivement, ça aide à avoir un regard différent sur ce qui se passe dans le monde et aussi sur les récits qu'on peut entendre. Personnellement, quand je fais un reportage ou quand je réalise une enquête, j'essaye toujours de donner la parole à des femmes. Souvent, quand on traite la question migratoire, on se retrouve avec beaucoup de récits d'hommes, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi des femmes. Et donc, j'essaye toujours de pouvoir leur donner la parole parce qu'elles ont été trop longtemps invisibilisées. Ce qui me permet d'ailleurs de faire un petit clin d'œil avec l'entretien que j'ai fait avec la chercheuse Camille Schmoll, qui a
sorti un ouvrage qui s'appelle Les Damnés de la mer. On a fait un entretien qui était très intéressant et elle démontrait justement combien les femmes avaient été totalement effacées de l'histoire des migrations, alors qu'elles en ont été partie prenante depuis bien longtemps. Sauf qu'on reste dans des clichés qui voudraient que la femme reste à la maison, à s'occuper du foyer, des enfants, de la maison, tandis que l'homme migre, ce qui est tout à fait faux. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs, elle représente près de la moitié des arrivées de migrants en Europe, ce qui n'est pas rien. Et donc, effectivement, je reviens aussi sur ce que tu disais, Rachida. Quand j'étais à bord de l'Ocean Viking, j'ai eu accès plus facilement à la parole de ces femmes en migration, ce qui était réellement une force. Ça n'a pas été forcément le cas même des marins sauveteurs ou des personnes qui étaient là et qui faisaient partie de l'équipe de prise en charge. Effectivement, quand on est une femme, c'est beaucoup plus facile de les aborder, de discuter avec elles, de les mettre en confiance aussi, compte tenu de tout ce qu'elles ont pu vivre. Je pense aux femmes qui ont vécu des viols, des violences sexuelles. Elles se sont confiées beaucoup plus facilement à moi, je m'en suis rendu compte, qu'à d'autres. Donc effectivement, être une femme journaliste aide beaucoup et c'est important dans un pôle comme celui-ci, le pôle international, d'avoir des femmes journalistes. Alors moi, je voudrais juste, en tant qu'homme et en tant que superviseur de ce pôle, dire que justement, c'est une des priorités. Je ne sais pas si le mot priorité va bien dans ce sens-là, mais c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de documenter au pôle international de Mediapart. C'est-à-dire ces luttes féministes et je pense toujours, j'ai toujours cette phrase de la ministre de l'égalité espagnole qui s'appelle Irene Montero et notre collègue Ludovic Lamant a publié il y a quelques mois une interview d'Irene Montero et elle disait « La lutte féministe est le socle des batailles pour la démocratie ». Et en fait, via ces revendications féministes et ces luttes féministes, ce qu'on essaye de montrer à l'international, à Mediapart, et je pense que ce regard est assez particulier, c'est justement cette bataille pour la démocratie. Parce qu'au-delà du combat des femmes, aujourd'hui, il s'agit d'un combat pour la démocratie plus généralement. Et donc, ça ne concerne pas simplement les femmes, ça concerne aussi les hommes. Donc voilà. Et ce que je voudrais juste signaler aussi pour Mediapart, c'est que nous travaillons aussi depuis l'automne en étroite collaboration sur toutes ces questions-là avec Lénaïque Bredoux, qui a été nommée alors. C'est un grand débat, c'est comment on peut franciser elle est en gros gender éditeur chargé des questions de genre, etc. Et c'est vrai qu'on travaille énormément avec elle et on reçoit beaucoup de propositions, notamment de pigistes, sur toutes ces questions-là. Voilà. Ouais, tu as raison d'insister. Ouais, je crois qu'il faut bien souligner que les femmes, elles ne se battent pas uniquement... elles se battent contre toutes les oppressions, que ce soit dans la sphère intime comme dans la sphère collective et donc en l'occurrence ici des régimes oppressifs. Et je pense par exemple, je voudrais juste donner l'exemple, mais c'est vrai que par exemple sur le Chili, sur ce qui s'est passé au Chili, moi quand j'ai rejoint Mediapart à l'automne 2019, tout d'un coup, alors c'était un beau cadeau en même temps, hein, est arrivée cette vague de révoltes, de rébellions, de manifestations dans le monde entier et en particulier au Chili. Et c'est vrai qu'on a décidé, on s'est dit que en regardant ce qui se passait, on avait sur place Yasna Moussa qui est chilienne et qui écrit en espagnol pour nous et on le traduit. Et ce qui apparaissait beaucoup, c'était à quel point, et ça rejoint ce qu'on disait, ça rejoint un peu cette phrase ça rejoint beaucoup d'ailleurs cette phrase d'Irene Montero. La revendication féministe a été moteur dans cette mobilisation. Donc c'est vrai que notre couverture, quand on a parlé de la constituante, on a beaucoup insisté sur cet élément féministe. Voilà. Et que ça circule en plus entre les pays, c'est-à-dire que la révolution partie en Algérie, le Hirak en 2019, a eu un impact. Des féministes se le sont aussi appropriés au Chili en reprenant notamment la figure de la ballerine qui dansait sur l'avenue où se déroulaient les manifestations en Algérie. Et on a vu aussi le symbole du cintre pour la lutte pour le droit à l'avortement repris ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est hyper important aussi de montrer, et je trouve qu'on essaie de le faire du mieux possible à Mediapart, de montrer comment aussi ces mouvements, ces collectifs se parlent d'une frontière à l'autre. Alors, Anna, est-ce que oui. nous reste un peu plus d'un quart d'heure, donc on va essayer de...
de répondre à... Alors, je vais couper plusieurs questions. On a une question de Lolo qui demande sur quel réseau de journalistes à l'international vous appuyez-vous, et une autre question qui demande s'il y a aussi des partenariats dans la rédaction entre les différents pôles pour traiter, mettons, l'éducation, mais à l'étranger, ou la santé, le Covid à l'international. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Et oui, c'est important, mais on en a ça sourd un peu de ce qu'on a dit depuis le début, c'est le côté collaboratif et collaboration. À la fois en interne, c'est-à-dire que les deux dernières recrues, dont Nejma, par exemple, concrètement, a été recrutée sur le pôle international, en fait, dans le cadre du pôle international, elle appartient au pôle international, mais aussi avec vocation à travailler avec le pôle société que Mathilde Mathieu supervise et qui est en train de se consolider ici à Mediapart. Donc, Justine Brabant, que je salue depuis son lit, travaille beaucoup plus avec le pôle enquête. Et donc, c'est vraiment cette volonté, mais qui fait partie vraiment de l'histoire de Mediapart, de travailler tous ensemble, parce qu'on est une petite rédaction, donc l'union fait la force. Et donc, sur l'enquête, on en a parlé avant, Fabrice, on avait parlé de l'EIC, de ce réseau de journaux, et on essaye aussi de développer des partenariats. Par exemple, puisqu'on parle des luttes féministes, on a le plaisir à la fois de soutenir et puis d'investir dans cette revue formidable qui s'appelle La Déferlante. Et donc voilà, c'est aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, Mediapart, c'est un laboratoire. Donc on est petit, mais en même temps, on a cette capacité d'inventer, d'innover et de se donner la liberté de penser à plein de choses. Donc ça fait partie. Et la première question, c'était... Si on a des partenariats avec d'autres journaux à l'international. Oui, c'était l'EIC en fait, principalement. Infolibre. On a aussi, on a aussi Infolibre en Espagne. Ça, c'est des partenariats plus traditionnels. On a depuis plusieurs mois, on est dans un partenariat avec un site qui s'appelle Progressiste International, où on reprend, c'est un réseau de centaines de journaux qui partagent les valeurs de Mediapart, et il nous arrive de reprendre des articles. Et oui, au plus fort du Hirak en Algérie aussi, on reprenait des articles avec nos partenaires de El Watan, qui est le principal quotidien algérien, francophone aussi, en l'occurrence. Et on a aussi, on est en discussion, par exemple, avec des revues, par exemple sur l'Afrique, où il y a une telle envie de raconter les choses, en fait, et puis aussi de travailler avec des journalistes africains. Donc on a on est en discussion, on a des projets, voilà. Donc le problème, c'est qu'on n'a que 24 heures dans une journée et qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de... plus Mediapart a de succès, plus Mediapart grandit et plus Mediapart suscite non seulement des interrogations, mais aussi des attentes. Ok, une question de Serge Godin. Quelle serait la place de l'info internationale dans la rédaction, alors que beaucoup de cette info viendra télescoper la future campagne présidentielle ? On va continuer à faire notre travail. On va continuer. C'est pas parce que c'est aussi pour ça qu'on avait décidé de faire cette deuxième partie sur l'international. On n'est pas franco-français, on se regarde pas le nombril. On est ouvert sur le monde en fait. On est internationaliste. Et donc pourquoi au nom d'une présidentielle en France on se priverait d'informations à l'international ? Je dirais que on a encore plus besoin aujourd'hui d'une information sur l'international et d'international sur Mediapart. Le débat étouffant qui se passe souvent en France nous donne envie d'ouvrir les fenêtres. C'est à l'air libre qui nous dit que l'air est rance et il faut ouvrir les fenêtres et respirer l'air pur et l'air plus libre d'ailleurs. Mais c'est pas que l'herbe est plus verte à l'extérieur, mais en tout cas, ça nous permet de voir à la fois des raisons d'espérer, puisqu'on en parlait justement avec notre souci de raconter ces luttes féministes, et c'est des raisons d'espérer. Je pense, il y a 2-3 jours, nous avons publié une enquête, un reportage de 2 journalistes indépendantes
Juliette Rousseau et Sarah Bénichou, qui se sont rendues au Brésil pour rendre compte de la manière dont les héritières de Marielle Franco, Marielle Franco, c'est cette militante afro-brésilienne qui avait été assassinée en 2018, et de rendre compte de la manière très précise dont elles sont en train de contourner les règles électorales et comment elles investissent des lieux de pouvoir pour essayer de changer les choses. Donc on n'est pas simplement dans une dénonciation, on est aussi dans une volonté d'essayer de montrer où se trouve l'espoir. Et en gros, l'espoir, et je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure, l'espoir aujourd'hui, il est beaucoup dans les luttes féministes, et c'est pour ça qu'on a envie de raconter ça. Et on racontera aussi, ou on montrera le regard dépité de pas mal de pays qui sont voisins ou plus lointains sur ce qui se passe aujourd'hui en France, notamment tous ces délires autour de l'islamo-gauchisme qui font que pas seulement dans des pays anglo-saxons, mais aussi dans des pays du monde arabe, on est un peu catastrophé par l'étendue et le niveau du débat qui est consternant et qui est tellement loin de l'essentiel, par exemple de ce que vivent au quotidien ceux qui subissent de plein fouet, notamment les conséquences de la pandémie, par exemple. Et il y a d'autres, et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a d'autres élections dans d'autres pays. Il n'y a pas que la France qui vote. On se targue d'être le pays des droits de l'homme, mais il y a heureusement encore d'autres pays qui ont la possibilité de s'exprimer par le droit de vote. Et je pense en particulier à l'Allemagne. On vient de relancer la newsletter européenne qui sera consacrée jusqu'au mois de septembre à cette année électorale allemande, notamment grâce à Thomas Schnee, qui est notre correspondant en Allemagne. Et voilà, donc non, tout ne s'arrête pas aux frontières françaises, au contraire. Très bien. J'ai une question de l'outre magique. Comment réussir à avoir des infos sur les Ouïghours alors qu'il est très difficile d'avoir des sources ? Je tourne vers Rachida qui a travaillé sur la question. Oui, c'est très très difficile. Enfin, je pense que toi aussi tu peux en parler en tant que spécialiste de la Chine que tu es. D'ailleurs, on a travaillé ensemble et ton regard était précieux. C'est vrai que c'est très très compliqué. En même temps, aujourd'hui, il y a de plus en plus de témoignages, d'enquêtes, de rapports, d'ONG, de chercheurs qui viennent et qui sont véritablement accablants, qui racontent les stérilisations forcées, qui racontent les camps d'internement, les camps de travail, les conditions, la torture. Donc tout cela s'accumule et fait masse aujourd'hui. Au point que même l'autre jour, pour la première fois, la France, qui jusque-là était quasi silencieuse, frileuse sur le dossier des Ouïghours, on a le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a dit qu'il était effectivement nécessaire de réfléchir pour savoir si nous étions, oui ou non, face à un génocide, des débats qui doivent être entre les mains des juristes, parce que ça reste, il faut pouvoir le prouver. Et ce mot que le Canada ou les États-Unis emploient depuis bien longtemps, déjà, pour qualifier ce qui se joue aujourd'hui dans cette partie de la Chine. Mais je te laisse aussi compléter. Non, mais ce qui se passe aussi, c'est que il y a tout un débat aujourd'hui, et notamment une offensive menée par le pouvoir chinois pour essayer de discréditer tous ces témoignages. Et en fait, l'un des principaux moyens d'attaque de la Chine, c'est de discréditer en particulier un chercheur qui s'appelle Adrian Zenz et de dire que tout vient de lui. Mais c'est faux, en fait. Il n'y a pas que lui. Enfin, il y a des chercheurs qui travaillent, des chercheuses, des chercheurs qui travaillent, des gens qui connaissent très très bien le Xinjiang depuis des années et des années. Et ces gens-là racontent souvent la même chose, en fait, sur cette politique de répression que certains considèrent comme du génocide. Mais voilà, c'est pas un voyage tout frais payé par l'ambassade de Chine pendant 15 jours où on vous fait voir de manière, comme sous ces voyages Potemkin, les gens qu'on a envie de vous faire voir, etc. Puis vous prenez la plume et puis vous dites que ce que disent tous ces témoignages-là n'existe pas. Voilà, ces Mediapart, par exemple, ne participent pas à ce genre de propagande. Ça, c'est sûr. Mediapart est là pour essayer de documenter un certain nombre de choses sur des sources, et Rachida l'a fait. Voilà, donc sur le Xinjiang, c'est compliqué, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément accès à des sources
vous ne pouvez pas vous rendre sur le terrain. Mais ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas vous rendre sur le terrain que vous ne pouvez pas rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Vous avez un certain nombre de gens qui sont susceptibles de vous donner des informations. Et le fait de se rendre uniquement sur le terrain, mais pour reproduire la propagande chinoise, ça ne veut pas dire que vous êtes le plus qualifié pour parler de ce qui se passe au Xinjiang. Merci François. J'ai une question peut-être plus pour Nejma. La crise sanitaire touche tout le monde. A-t-elle un impact sur les flux migratoires? Si oui, comment en rendre compte? Oui, effectivement, la crise sanitaire touche tout le monde. Elle a eu un impact sur les migrations, même si on l'a remarqué au début de l'année 2020, au printemps. Elles ont diminué, le flux migratoire a diminué, mais ça n'a pas empêché les migrants de prendre la mer, en tout cas pour la Méditerranée centrale. Et malgré l'absence de plusieurs navires humanitaires, de différentes associations, les gens ont continué de partir. La difficulté, c'est qu'on leur porte beaucoup moins secours, notamment parce qu'il y a des navires qui ont été bloqués par les autorités italiennes notamment. Ça a été le cas d'ailleurs de l'Ocean Viking, mais aussi parce qu'à leur arrivée, ils ne sont pas forcément pris en charge. Et lorsqu'ils le sont, on les parque sans forcément leur expliquer ce qui se passe pendant des semaines sur des ferries, notamment. Ça a été le cas là pour les migrants qui ont été secourus par l'Ocean Viking. Ils ont été mis en quarantaine sur d'énormes ferries dans des ports, notamment en Sicile, et on leur explique absolument rien, ce qui est très difficile à vivre pour eux. Parce qu'ils ont déjà vécu beaucoup de choses difficiles. Le parcours migratoire a été fatigant, usant. Et quand ils arrivent enfin aux portes de l'Europe, on les parque dans ces ferries. Ça peut durer, normalement ça doit durer 10 jours, et ça peut durer finalement 1 mois. Là, j'ai eu des nouvelles de migrants qui ont été secourus lors de la 2e rotation, qui m'ont expliqué que finalement ils ont passé 1 mois à bord de ce ferry parce que l'un d'entre eux avait été testé positif au Covid-19. Donc c'est assez compliqué et oui, ça a un impact, mais ça n'empêche pas les migrants de partir parce que lorsqu'ils sont désespérés au point de prendre le risque de mourir en mer, ils partent et ce n'est pas un virus qui va les en empêcher. Anna, la parole est à toi. Alors, des petits conseils lecture pour Delphine qui demande quels journaux étrangers lisez-vous pour vous informer et que pourriez-vous conseiller à une lectrice qui s'intéresse à l'actu internationale? À part Mediapart. Oui, il y a de formidables journaux, mais c'est difficile compliqué de répondre à cette question parce qu'on est... en fonction de nos centres d'intérêt, on essaye de lire le plus possible. Ouais. Rachida, Nejma, qu'est-ce que vous Oui, bien dire? sûr, ouais. Et j'insisterai aussi dans les pays du monde arabe sur une problématique, c'est quand même, il faut lire la presse arabophone, donc il faut avoir accès à la langue arabe. Mais il ne faut pas se contenter de la presse francophone. Dont parfois, parce que ça n'est pas suffisant, pour avoir aussi la meilleure lecture du pays tel qu'il est présenté dans les médias. Mais effectivement, comme tu dis, on essaie de lire un maximum de la presse qui existe dans les différents pays sur lesquels nous travaillons. Effectivement, ça dépend beaucoup des thématiques qu'on traite. On essaye effectivement de lire la presse étrangère en fonction des sujets sur lesquels on travaille. Donc c'est forcément très, très aléatoire. Mais c'est important de lire la presse étrangère pour se rendre compte parfois de certains événements qui touchent le monde. Et donc c'est important effectivement de lire un peu tout ce qu'on peut trouver en termes d'articles, d'enquêtes. Il y a parfois des sujets qui se révèlent à nous à travers des articles de la presse étrangère. Sinon, il y a un hebdomadaire, je vais faire de la pub pour des concurrents, mais il y a un hebdomadaire formidable qui s'appelle Courrier International, qui fait vraiment quelqu'un qui s'intéresse à l'actualité internationale, qui n'a pas forcément les moyens de tout lire et d'accéder à toutes les sources d'informations. C'est un journal vraiment formidable. Mais tu lis aussi le Quotidien du Peuple. Oui, le Quotidien du Peuple. Alors, pour avoir un peu la vue de Pékin. Il faut tout lire, même le Quotidien du Peuple. C'est ça. Lecture régulière. Et y compris, moi, sur le Maghreb, oui, je lis aussi la presse affidée au pouvoir. C'est indispensable aussi. Et malheureusement, parfois, il ne reste même plus que cela, puisque les derniers journaux indépendants, notamment au Maroc, ont été
décimés, Oui, pour ne c'est pas dire important, d'autres mots. Parce que ça montre aussi l'état de propagande qu'on peut retrouver dans ces pays-là. Donc c'est aussi important d'entendre cette partie-là du récit qu'on confronte ensuite à la réalité et aux différentes sources qu'on peut avoir dans le cadre de notre travail. Après, on l'a déjà dit, tu as cité la chercheuse Camille Schmoll, mais c'est aussi les chercheurs et les chercheuses qui sont aussi pour nous des sources importantes, leurs travaux, et que ce soit moi sur ma zone ou Nejma sur la question migratoire ou toi sur l'Asie, la Chine, c'est hyper important aussi de se tourner vers le monde académique, le monde de la recherche. Et là, on pourrait vous recommander tout un tas d'ouvrages, moi, sur aujourd'hui le monde arabe, où il en est, notamment, par exemple, les questions de genre, les questions de féminisme au Moyen-Orient, au Maghreb. Il y a de très bons livres qui existent et qui racontent ça. Et puis, il y a d'autres livres plus géopolitiques, mais c'est aussi important. Et puis, on a ce partenariat avec nos amis de Noria, ce réseau de chercheurs indépendants. Sur lesquels ce qu'on peut lui dire, c'est de nous envoyer un mail, et puis en fonction des sujets qui l'intéressent, on lui conseillera à la fois des sites d'information, mais aussi des livres accessibles en français. Super. Là, on a une question sur le Qatar. Merci pour cette journée. Le Qatar est accusé d'avoir exploité de nombreux travailleurs migrants pour construire les stades de la Coupe du Monde 2022. Allez-vous enquêter sur ce sujet grave ? On aimerait, oui. Ouais. Oui. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on pourrait enquêter sur tout. Il y a énormément de sujets sur lesquels nous aimerions enquêter. Malheureusement, nous sommes une petite rédaction, donc c'est d'où l'importance d'avoir ces collaborations. On a envie de les développer, mais c'est vrai que sur le Qatar, Rachida a déjà beaucoup. On fonctionne aussi en priorité en fonction de l'année. Donc là, par exemple, cette année, on a décidé de s'orienter, par exemple, sur l'Irak. Mais pourquoi ? Parce que nous avons eu un projet qui a été lancé l'année dernière et qui accompagnait la réalisation d'un documentaire de Jean-Pierre Canet et du producteur Romain Icard sur l'Irak, sur les 40 ans de destruction de ce pays. Un documentaire qui a été diffusé sur France Télévisions, et il s'est accompagné de notre part d'un travail d'enquête. Donc nous avons travaillé avec Ferhat Alani, qui est basé à Dubaï et qui est en train de travailler sur l'aspect corruption, et on a déjà publié 3 volets sur la corruption en Irak. Rachida travaille sur un autre aspect, sur l'enfance sacrifiée. Donc voilà, on est une petite équipe avec un certain nombre de priorités. Donc c'est vrai que des sujets comme le Qatar nous intéressent. Après, le Qatar, on a aussi enquêté sur le Qatar. Yann Philippin a fait un travail incroyable sur l'influence du Qatar en France et a sorti un certain nombre d'informations exclusives. Donc c'est pas vraiment non plus des sujets qu'on ignore, mais on doit aussi malheureusement exercer des priorités, faire des priorités sur la couverture, sachant qu'on ne peut pas être exhaustif. Alors, il nous reste quelques minutes, je ne sais pas si on peut déborder. Oui. On peut déborder encore, on peut prendre 5 minutes. Allez, 5 minutes. 5 minutes. Ok, alors la dernière question. Vous spécialisez-vous sur certaines zones géographiques ou domaines, comme l'immigration pour Nejma, en fonction de vos études, de vos recherches ou de la langue ? Un peu de tout, mon général. Je ne sais pas. Rachida, Nejma, pourquoi ça t'intéressait justement de travailler sur ces questions-là, sur ces questions migratoires. Ça fait quelques années, moi, que je m'intéresse à ces questions-là. Je trouve que c'est important, et avec la crise qu'on a pu connaître en 2015, il fallait absolument traiter cette question-là et ne pas la laisser tomber aux oubliettes. Donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là. Petit à petit, à l'époque, j'étais encore indépendante. Je me suis approprié ce sujet. J'ai commencé à avoir des sources intéressantes. J'ai commencé à écrire, à enquêter, donc c'était pour moi quelque chose de bien. Et après, il se trouve que j'ai eu l'opportunité de rejoindre le pôle international et de poursuivre en me spécialisant vraiment uniquement sur ces questions-là. Et personnellement, j'y suis sensible peut-être aussi
par rapport à mon histoire personnelle, puisque mes parents sont issus d'immigration. Mais je pense que c'est aussi important de rappeler ce qui se passe dans le monde et pourquoi autant de personnes quittent leur pays pour essayer d'avoir une nouvelle vie ailleurs, et pourquoi est-ce qu'on leur ferme les portes chez nous, surtout, puisqu'aujourd'hui on est dans une politique, on peut le dire, de non-accueil. On le voit, que ce soit en France, à Calais ou Grande-Synthe, ou à la frontière franco-italienne, ou que ce soit en Europe. C'est très compliqué pour les migrants de venir se réfugier chez nous, et c'est important de comprendre pourquoi et quels mécanismes sont mis en place pour les en empêcher. Voilà. Avant de donner la parole à Rachida, je voudrais juste aussi compléter ce que dit Nejma. C'est-à-dire que la réflexion qu'on a eue quand on a créé ce poste ici à Mediapart, c'est de se dire que dans les médias, j'aime pas trop ce terme de médias traditionnels, mais dans des médias classiques, on ferait un pôle migration qui se concentrerait sur la France. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que traiter des questions de migration sans embrasser le monde, c'est totalement... ça n'a pas de sens, en fait. Donc c'est pour ça que Nejma est à la fois au pôle international, mais relié étroitement avec la société, parce qu'on ne peut pas évoquer ces questions migratoires sans réfléchir sur les endroits d'où viennent les migrants, en fait. Nejma a vocation à aller en Amérique latine. Et sa zone, c'est pas simplement la France, le Maghreb. Il faut vraiment qu'on pense large, parce que ces questions-là, elles traversent aujourd'hui. On parlait du féminisme tout à l'heure, mais ces questions migratoires, elles sont aussi des enjeux, par exemple, au Mexique, aux États-Unis, en Amérique centrale. Donc voilà, Nejma n'ira pas simplement sur un bateau dans l'océan, mais elle peut aussi, à l'occasion, et on essaiera une fois que la pandémie, ou qu'on pourra vacciner les gens, etc., et que les voyages seront rendus beaucoup plus faciles, elle pourra, par exemple, aller en Amérique centrale, au Mexique, et tout ça pour nous raconter cette question migratoire. Les migrations au sens large, et je rebondis sur ce que tu disais, c'est une chance pour moi d'être au pôle international, mais aussi un petit peu au pôle société, parce qu'effectivement, ça permet d'étudier cette question-là au sens large, de voir quelles sont les raisons qui poussent les personnes à partir, à fuir leur pays depuis le point de départ. Suivre également le parcours migratoire jusqu'au port de l'Europe ou jusqu'aux États-Unis, puisque tu évoquais la situation là-bas aussi. Et puis ensuite, traiter la question au niveau national, en l'occurrence ici en France. Et c'est aussi pour ça que je suis rattachée au service société, c'est pouvoir raconter comment ces migrations sont prises en charge en France, comment est-ce qu'on accueille ou pas les migrants, et voilà. Rachida ? Oui. Sur cette question de pourquoi le Maghreb. Parce qu'au départ, toi, tu n'étais pas... Alors moi, au départ, oui, quand j'arrive à Mediapart en 2011, donc bientôt 10 ans, je vais travailler d'abord sur la présidentielle, puisqu'à l'époque se prépare une campagne présidentielle, et ensuite assez vite sur les questions sociales. Qui me parlent beaucoup, puisque je suis fille d'ouvriers immigrés. Donc... voilà, ça a été 5 années passionnantes, même un peu plus que 5. Et puis j'ai rejoint le service international en 2017, c'est ça, en 2017, ça va faire un peu 4 ans. Et c'est vrai que l'idée, c'était de renforcer notre couverture du Maghreb, qu'on a tendance à oublier, et qu'il y a des enjeux à l'échelle de la Méditerranée qui sont colossaux. Tu as parlé d'immigration. Il n'y a pas seulement ça, mais c'est vrai qu'il y a un lien très très fort, et puis aussi lié aussi à l'histoire coloniale dont on voit aujourd'hui. On n'a pas parlé du rapport Stora, mais voilà, donc l'histoire passionnelle entre la France et l'Algérie nous en disent long. Et alors moi, effectivement, il y a aussi, comme l'a dit Nejma, certainement aussi un intérêt lié à ma propre histoire personnelle. Je viens de la presse quotidienne régionale, donc du terrain, où j'ai beaucoup fait le terrain. Et puis mes parents sont, comme je l'ai dit, voilà, issus de l'immigration du Maghreb. Et effectivement, voilà, j'ai un intérêt pour cette région-là qui remonte à l'enfance, où dès lors, du fin fond du village natal de mes parents, je me posais la question j'étais interpellée par la misère, la pauvreté, par les injustices qui pouvaient exister dans ces différents pays. Et puis j'ai, en 2010, j'ai fait une pause carrière pour aller améliorer mon arabe en Égypte.
Et j'ai été rattrapée par la révolution qui, en 18 jours, a mis à terre Hosni Moubarak, un dictateur au pouvoir depuis 30 ans. Et c'est vrai que voilà, ça a été un autre événement fondateur qui fait que cette région du monde m'intéresse tout autant que le Maghreb, et que je pense que c'est important aussi. Et j'avais envie aussi de participer à casser des clichés, on l'a déjà dit, mais qui sont véritablement tenaces et tellement réducteurs par rapport à ce qui existe dans ces pays-là, aux dynamiques à l'œuvre et aux élans, en l'occurrence révolutionnaires, pour plus de liberté, de dignité, de justice sociale. Alors, je crois qu'on a le temps pour une toute petite dernière question. Vraiment, la toute dernière, Anna. Ok, alors... j'en avais repéré une, voilà, de Sarah. Dans le cas où une enquête dénoncerait des atteintes aux droits de l'homme dans la zone européenne, est-ce que Mediapart pourrait être attaqué en justice par le pays dans lequel se trouve l'injustice? Et si oui, est-ce qu'on a des moyens législatifs sur lesquels on peut s'appuyer pour se défendre? C'est une vraie... En fait, je pense que cette question pourrait être adressée au pôle enquête. Je dois avouer, plutôt Ludovic Lamant, parce que Ludovic s'occupe de l'Europe chez nous. Je dois avouer mon ignorance totale. Je ne sais pas si Nejma et Rachida, non, je vois aussi... Le cas ne s'est pas présenté. Non. Ouais, pour l'instant, on n'a jamais eu de... Non. Alors, peut-être une autre question. Alors, une autre question, c'est pas grave. Il y a beaucoup de questions sur les pigistes et sur leur statut. D'accord, oui, ça et bien. Donc, j'en vois une qui résume à peu près toutes les interrogations. Pouvez-vous confirmer aux lecteurs de Mediapart que vos pigistes disposent d'une lettre ou un document formel signé par la rédaction qui officialise la coopération? Et est-ce qu'ils ont une couverture médicale? Alors, sur la question des pigistes, ce que je voudrais souligner, c'est que ça fait partie en tout cas des priorités de Mediapart. Et alors, on est plus sur une question éditoriale pure. Ici, on est aussi sur une question presque ressources humaines et qui va au-delà de l'éditorial. C'est traité à la fois par les représentants du personnel, le CSE, et puis par la direction. Et en tout cas, ce qu'on essaye, c'est à chaque fois qu'on peut ouvrir des droits aux pigistes, on le fait. Je ne suis pas sûr qu'on puisse donner accès à tous les droits que possible pour les pigistes, mais en fait, on essaye de le faire et de le faire bien. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que l'année dernière, par exemple, je me suis renseigné, mais le budget pige était de 850 000 €, quelque chose je crois que c'est 850 000, je ne sais plus, je suis très mauvais avec les chiffres. Si je me trompe, je vous le dirai. Mais en tout cas, on a fait un effort au moment de la pandémie pour aider les pigistes, pour travailler avec eux. Nous avons une réflexion en cours en ce moment avec les représentants du personnel qui sont en lien avec les pigistes pour voir comment on peut améliorer leur situation. Mais en tout cas, je pense que objectivement, de toute la presse française, je pense on fait partie de ceux qui essayons de prendre soin des pigistes, de faire attention à eux et à leur situation. Je ne sais pas, Rachida, si tu veux ajouter quelque chose sur cette question des pigistes, puisque toi, tu t'en es occupé un petit peu à un moment donné. Oui, non, mais tu as raison. En tous les cas, on l'a vu là, avec cette crise sanitaire, c'est être au plus près d'eux et être là aussi comme une épaule, parce que voilà, ils travaillent dans des conditions difficiles, ils sont seuls, isolés, et donc on se doit d'être au rendez-vous et notamment de leurs droits. Mais je souligne que c'est un sujet qui est débattu, qui est au cœur de ce qu'on essaye de monter à Mediapart, c'est-à-dire d'être en accord à la fois avec ce qu'on professe et puis de ce qu'on fait tous les jours dans la rédaction et qui est sous le signe de la bienveillance. Alors, il est 14h09, on a un peu débordé. Je voudrais vous remercier pour nous avoir posé toutes ces questions. Alors, il y a certaines auxquelles peut-être nous n'avons pas répondu. On essaiera de le faire par mail. Je vous rappelle, donc pendant toute la journée, Mediapart est en accès libre. Donc allez-y, regardez, n'hésitez pas, regardez dans tous les recoins. Visitez-le, profitez-en si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez vous abonner. C'est le dernier jour donc pour profiter de notre offre anniversaire. Mediapart a 13 ans et donc vous pouvez vous abonner pour 3 mois pour la modique somme de 11 €. Et puis, nous vous donnons rendez-vous à 19h pour une émission spéciale d'À l'air libre.
Et là, ce ne sera pas l'international, mais ce sera la France, dont on parlait tout à l'heure. À 1 an de la présidentielle, tout est possible, même le meilleur. Je vous remercie, à bientôt.